Bonjour et bienvenue. Voici le premier entretien de notre série sud-africaine des chroniques Guantanamo. Je suis vraiment très heureuse d'être ici, chez Simon Weitzman. Merci de nous avoir invités chez vous, dans votre pays, l'Afrique du Sud. Ce pays nous tient particulièrement à cœur, car c'est le pays natal de Lise Liebrecht. C'est ici qu'elle a grandi, et c'est aussi votre pays de cœur. Merci beaucoup. Merci Florence, c'est un plaisir de vous accueillir, vous et toute votre équipe, dans notre maison et en ce très beau lieu, en particulier dans la vallée où nous vivons, à l'extrémité sud de l'Afrique du Sud. Soyez les bienvenus. Nous apprécions particulièrement d'être ici, dans ce pays, car les gens ont une petite idée de ce qu'est l'Afrique du Sud, d'où elle se trouve, bien sûr, mais aussi de l'histoire de l'apartheid et de Nelson Mandela, mais c'est à peu près tout ce qu'ils en savent. C'est pour cela que je tiens vraiment à souligner votre travail ici, ce que vous faites. Vous cumulez plusieurs chapeaux ou casquettes, je ne sais plus quelle est l'expression. Vous faites de la recherche, vous dispensez des formations, vous avez un cabinet de psychothérapie. Avec tout ce que vous faites ici, qu'est-ce qui serait le plus important à partager avec nous? Oui, c'est toujours une question intéressante. Je pense que la plupart du temps, lorsqu'on fait la connaissance de quelqu'un, on lui demande ce qu'il fait. Pour ma part, je pense que tout ce que je fais est une expression de plus en plus marquée de qui je suis et de mes intérêts fondamentaux, qui sont de vivre dans une présence toujours plus grande, de manière incarnée, et d'être au service du monde, tout en prenant soin de moi-même. Je souhaite le faire en accord avec les enseignements de sagesse, les divers enseignements de sagesse, mais aussi avec le cœur grand ouvert. Je pense que pour moi, on pourrait dire que c'est un chemin de guérison, l'essence même d'un chemin de guérison. J'ai essayé de trouver différentes façons d'exprimer cela à travers mon travail. J'ai l'impression que le moment où j'ai obtenu mon diplôme de médecine, il y a 35 ans, et là où j'en suis aujourd'hui, sont deux mondes complètement différents. Mais peut-être ne sont-ils pas si éloignés que ça l'un de l'autre. Peut-être qu'ils se sont simplement enrichis mutuellement. Ils ont mûri, se sont développés et ont évolué. Le travail que je fais, qui est l'expression de ces aspects de moi-même, de mon propre chemin de guérison, a commencé dans la médecine généraliste. Puis, à partir de là, j'ai compris que l'esprit jouait un rôle extrêmement important et significatif dans la genèse de la maladie, dans son apparition et dans le rétablissement. Cela m'a donné envie d'approfondir ma compréhension du travail avec l'esprit. J'ai donc suivi une formation de psychothérapeute. Aujourd'hui, mon travail, principalement en individuel, est axé sur la psychothérapie d'orientation psychodynamique, en profondeur et à long terme. Et j'ai été influencée par différentes approches dans ce processus. Comme beaucoup de thérapeutes, le modèle psychanalytique a été important pour moi. Mais dans le cycle plus récent de mon développement en tant que thérapeute, j'ai été influencée par la psychologie du soi, dont Heinz Kohut a été le principal théoricien. Qu'appelez-vous la psychologie du soi? La psychologie du soi repose sur un principe fondamental très différent de celui de la psychanalyse, comme la psychothérapie freudienne. En effet, plutôt que d'aborder les problèmes à travers la théorie des pulsions introduite par Freud, Kohut postule que le problème psychologique fondamental auquel nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains est une perturbation de notre expérience émotionnelle et la manière dont nous nous en défendons, c'est-à-dire l'insécurité qui s'est manifestée dans notre attachement précoce, ainsi que la façon dont nous nous y adaptons. C'est cela qui est vraiment l'épicentre de l'approche psychologique du soi. Nous ne recherchons donc pas l'agressivité refoulée, même si elle peut faire partie du tableau.
Il s'agit en réalité d'une absence émotionnelle et de la façon dont nous nous protégeons de cette absence émotionnelle lorsque nous sommes très jeunes. La relation psychothérapeutique consiste justement à créer cela, une relation où il devient de plus en plus possible, grâce au sentiment de sécurité, à la connexion et à l'accordage, de commencer à réintégrer les parties dissociées de notre réalité émotionnelle. Cela a probablement fini par converger avec la psychanalyse également. Mais l'accent est vraiment mis sur l'intersubjectivité, c'est-à-dire la rencontre entre ma subjectivité et la vôtre dans le champ relationnel. Il ne s'agit donc pas d'une approche thérapeutique distante. L'expérience du thérapeute, la subjectivité du thérapeute, est aussi importante que la subjectivité du patient ou du client. Cela a donc été une formidable expansion et exploration de mon travail individuel, car j'ai l'impression de pouvoir m'investir davantage en séance et dans la relation sans avoir l'impression de commettre une erreur. Cela a donc été un apprentissage formidable et j'ai été guidée par des personnes très sages dans cette approche. Voilà donc pour ce qui est de mon travail individuel et je reviendrai sur ce à quoi cela peut ressembler pour les patients et les problèmes sur lesquels nous travaillons. Parallèlement à cela, j'ai été attirée par les pratiques contemplatives au cours des 3 dernières décennies. D'abord par la méditation transcendantale, puis par la pleine conscience, avant de découvrir que la pleine conscience était utilisée à des fins thérapeutiques et curatives, principalement grâce aux travaux de Jon Kabat-Zinn à l'Université du Massachusetts. J'ai donc suivi une formation dans ce domaine et j'ai proposé la MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, un programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience pendant plus de 2 décennies avec quelques collègues ici, à Cape Town. Je suis passée de l'enseignement de ce programme, ainsi que d'autres adaptations de cette approche, à la formation de personnes pour qu'elles puissent enseigner la MBSR ou les interventions basées sur la pleine conscience. Ce que je fais depuis une quinzaine d'années à l'Université de Stellenbosch, l'une des grandes universités d'Afrique du Sud, par l'intermédiaire de la faculté de médecine et des sciences de la santé. Tout est parti de mes recherches doctorales, en observant certains des diplômés de notre formation, et en particulier ceux qui ont entrepris d'enseigner la pleine conscience dans des communautés affectées par beaucoup de traumatismes. J'utilise donc l'expression « environnement traumatique dense » et je pense que tout le monde peut comprendre ce que cela signifie, que ce soit le cas dans sa communauté ou non. C'est donc un environnement dans lequel l'incidence du traumatisme est très élevée, très dense, et dont les symptômes, tant individuels que collectifs, sont très répandus. Quand vous dites environnement traumatique dense, c'est dense D-E-N-S-E et non D-A-N-C-E. Oui, cependant, si vous pouviez danser, ce serait une belle orientation d'un point de vue thérapeutique. En fait, en Afrique, la danse est essentielle à la guérison. Nous ne restons pas assis sans bouger, il nous faut bouger. D'ailleurs, nous pouvons peut-être revenir à l'importance du mouvement. En tant que thérapeute par la parole, j'ai également appris par ma propre expérience que la danse et le mouvement sont un moyen profond et accessible d'intégrer le cœur, le corps, l'esprit et les relations. En Afrique, il est beaucoup plus facile de danser, de faire des percussions, de bouger, de chanter et d'ululer que de s'asseoir et de parler. Quoi qu'il en soit, ces environnements traumatiques denses ont été de merveilleuses occasions de voir ce qui fonctionne réellement lorsque les gens enseignent, ce qui ne fonctionne pas et quels sont les ingrédients nécessaires. Cela a été le cœur de votre recherche, n'est-ce pas? Elle a duré 10 ans? C'est bien ça? Oui, ce fut le cœur d'une recherche qui a duré 10 ans. Ce projet de recherche de 10 ans a abouti à des entretiens extraordinaires, avec un bon nombre de personnes qui m'ont demandé « Alors, qu'avez-vous enseigné? Comment avez-vous enseigné? Comment cela s'est-il passé? Comment les apprenants ont-ils réagi ?» Et à partir de là, j'ai distillé certains de ces ingrédients essentiels que j'ai trouvés fascinants, car ce n'était pas nécessairement quelque chose de radicalement nouveau, rien de nouveau sous le soleil. Mais cela s'inspirait de mon expérience psychothérapeutique individuelle, en particulier de la psychologie du soi. Cela s'inspirait de la neurobiologie et de nombreuses autres théories existantes sur la gestion du traumatisme,
en toute cohérence, sous l'égide de l'enseignement de la pleine conscience. Voilà donc quels ont été, en quelque sorte, les différents fils conducteurs. La psychothérapie individuelle, la formation d'autres personnes à partager la pleine conscience dans des environnements et des communautés traumatisées, puis la recherche de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, sous forme de questions implicites, à laquelle nous ne connaissons pas vraiment la réponse. Nous avons quelques idées, et il est donc très utile d'écouter les personnes sur le terrain qui ont le courage nécessaire d'œuvrer dans ce sens et d'écouter ce qu'elles ont à dire. C'est la base du travail que je fais actuellement et que je continue à faire. Revenons en arrière et commençons par la recherche, car c'est la dernière chose que vous avez mentionnée. Quels sont les principaux résultats ou qu'avez-vous appris, même si c'est quelque chose que vous saviez déjà? Parfois, quand on sait quelque chose, c'est tellement agréable d'obtenir une validation de ce que l'on sait, car cela nous permet de le transmettre, de le communiquer à d'autres personnes. Alors, quels sont les principaux éléments que vous souhaitez partager, que vous pourriez partager au sujet de vos recherches? J'ai développé un modèle, pour ainsi dire, basé sur ces résultats, avec ce qu'on peut appeler des principes fondamentaux, des approches ou des piliers. Et je dirais que les 2 premiers sont les plus importants, des piliers fondamentaux, en quelque sorte, garants de l'environnement et de la relationnalité, qui ne sont que des termes que l'on emploie et qui sont intimement liés. On ne peut créer d'environnement contenant sans entrer en relation. Et le fait d'être relationnel de manière authentique et accordée est intrinsèquement contenant. Ce que cette recherche a confirmé correspond parfaitement aux exigences d'une psychothérapie efficace. Quel que soit le mode, l'école ou la lignée de psychothérapie que vous pratiquez, si l'environnement et le patient ne sont pas contenus et s'il n'y a pas de champ relationnel, je pense qu'on passe à côté de quelque chose de fondamentalement important dans l'expérience humaine. Car la forme de traumatisme la plus répandue, qui relie le concept et la question du traumatisme, n'est pas le traumatisme avec un grand T, mais le traumatisme d'attachement ou développemental. Que vous enseigniez la pleine conscience, que vous la partagiez ou que vous pratiquiez toute autre intervention susceptible d'aider à soulager la détresse et la souffrance humaine, il s'agit là d'un principe fondamental, qui est plus qu'un principe. C'est une pratique, c'est une façon de mettre cela en œuvre dans la pratique, qui consiste à créer un environnement dans lequel les gens se sentent soutenus, contenus, car la qualité de notre expérience précoce en tant qu'enfant correspond au degré auquel nous-mêmes avons pu être soutenus et contenus. Et à cet égard, cela se traduit par le fait d'être contenus émotionnellement. La plupart des gens le sont suffisamment physiquement, leurs besoins physiques sont satisfaits, mais en raison des difficultés de nos parents et des enjeux de notre lignée ancestrale liés à des émotions non traitées et surtout à l'insécurité ou au manque de sécurité pour ressentir certaines expériences émotionnelles, celles-ci ont tendance à être refoulées. Et comme le dit Gabor Maté, nous sommes confrontés à un dilemme intérieur inconscient entre l'attachement et la connexion et l'authenticité. Par authenticité, il entend la capacité de ressentir en toute sécurité, quel que soit ce ressenti, et ce, sans jugement, ni peur de punition, ou pire, de voir la relation se briser. C'est donc ce qu'il convient de créer en permanence dans une relation psychothérapeutique. Et lorsque vous enseignez la pleine conscience ou que vous la partagez, l'objectif devrait être le même. Il est apparu tout à fait évident dans ces environnements traumatisés de créer un environnement contenant. Et comment créer un tel environnement? Eh bien, l'élément le plus important est la pleine conscience. La présence humaine. Il est tout simplement impossible de contenir un autre être ou un groupe d'êtres humains sans être dans cette qualité de présence. Et par présence,
j'entends également présence à ma propre expérience. Et cela renvoie au sujet, à l'intersubjectivité, aux deux subjectivités, qu'il s'agisse d'un individu, d'un groupe ou du thérapeute ou encore de l'enseignant. La conscience, la présence et l'incarnation de cette présence sont à la base de tout. Ce qui peut se faire en toute subtilité, de façon presque invisible, ce qui est palpable, c'est son absence. En d'autres termes, s'il n'y a pas de présence incarnée, on peut ressentir une faille ou une fracture de cette capacité à contenir l'autre. C'est ainsi, je pense, que ces deux mondes se croisent et se confirment mutuellement. Et alors, la relationnalité devient presque évidente. Si l'on aborde le partage de la pleine conscience, par exemple, avec une attitude qui consiste à dire « je sais et pas toi, je vais te transmettre une information que tu ne possèdes pas, je l'ai et pas toi, quelque chose ne va pas chez toi, mais chez moi tout va bien », c'est voué à l'échec. Il faut une volonté de la part de l'enseignant ou de la personne qui partage la pleine conscience d'être une âme dévouée à sa propre pratique, à son propre éveil, à sa propre présence incarnée et d'être capable de travailler sur sa propre vie intérieure. Et de cette manière, nous devenons de plus en plus disponibles et à l'écoute. Pour utiliser le concept de Thomas Hübl, ce n'est pas son concept, mais il l'a vraiment mis en lumière. Donc, pour devenir de plus en plus à l'écoute de l'état intérieur de l'autre, ou des autres, s'il s'agit d'un groupe. J'utilise l'idée du 8, vous savez, ce symbole de l'infini, qui peut donc être vertical en ce que nous sommes conscients au niveau intrapersonnel, conscients de notre état intérieur, de nos sensations, de nos ressentis et émotions, de nos pensées, de nos perceptions sensorielles. Et nous pouvons en être conscients de manière ouverte et sans jugement, autant que possible. Ensuite, si nous prenons ce symbole de l'infini vertical et que nous le mettons à l'horizontale, il commence à circuler entre vous et moi, ce qui suscite ce flux magnifique. On pourrait dire que les qualités et les énergies sont les mêmes, mais la direction est légèrement différente. Nous voulons donc que les gens commencent à sentir cette horizontalité devenir verticalité en eux-mêmes. C'est ainsi que notre capacité relationnelle développe cette capacité chez les personnes à qui nous dispensons l'enseignement de la pleine conscience. Et c'est ce qui est ressorti de la recherche. Parmi les autres éléments ajoutés, et qui se sont révélés également très importants, mais qui ne font généralement pas partie du domaine de la pleine conscience, figure tout particulièrement la régulation du système nerveux. L'un des grands sujets de débat, d'échange et de recherche dans le domaine de la pleine conscience est la pleine conscience sensible au traumatisme. J'ai toujours trouvé cela très intéressant, car pour ma part, lorsque j'ai commencé à enseigner la pleine conscience, ce fut de façon simple et spontanée, sans réflexion approfondie à ce niveau. Puis il y a eu une sensibilité croissante autour de la question du traumatisme, en particulier après la publication du livre de David Treleaven, intitulé « La pleine conscience sensible au trauma », ce qui a vraiment attiré l'attention des gens. Oui, c'est l'un des auteurs que j'ai vraiment apprécié recevoir en entretien. C'est un homme formidable. Oui, je sais. C'est un être humain incroyable. Il était d'ailleurs présent à notre congrès et y a fait une présentation. Oui, nous avons traduit son cours en ligne, qui est très profond. C'est profond, important et évident aussi. Ainsi, lorsque nous pratiquons la pleine conscience, et c'est l'un des défis que j'ai relevés sur le plan conceptuel, mais qui a été corroboré par la recherche et qui a vraiment renforcé notre compréhension de la manière dont nous formons les gens à partager la pleine conscience dans nos communautés, dans bon nombre de nos communautés, même si cela s'accompagne de nombreux autres défis systémiques. Donc, cela est lié à deux concepts théoriques fondamentaux. Le premier correspond à l'extraordinaire perspicacité de Bessel van der Kolk, avec l'idée que « the body keeps the score », le corps n'oublie rien. Vous avez mené de nombreux entretiens avec Bessel, et beaucoup de choses ont été dites à ce sujet. C'est un concept fondamental du traumatisme, et je dirais même de la souffrance humaine. Le traumatisme est donc le terme moderne
pour exprimer la souffrance humaine. Aujourd'hui, on dit traumatisme, mais on pourrait le dire autrement à un autre moment. Quoi qu'il en soit, le traumatisme est une expérience incarnée, dans le sens où la façon dont notre expérience émotionnelle et relationnelle se met hors ligne et la façon dont nous nous en défendons est quelque part conservée, non seulement dans notre neurobiologie, mais aussi dans toute notre physiologie et dans notre expérience subjective. Donc, si le traumatisme est bien le fait que le corps n'oublie rien et que l'on associe ce fait aux enseignements sur la pleine conscience, les enseignements originaux sont appelés les 4 établissements, sur les 4 fondements de la pleine conscience dans le Satipatthana Sutta. Le premier des 4 fondements est la pleine conscience du corps. Ainsi, chaque fois que vous enseignez la pleine conscience ou que vous la pratiquez, cela commence toujours par la pleine conscience du corps, de la manière la plus courante, par exemple avec la respiration, mais ce n'est pas le seul point d'accès à l'expérience corporelle. Donc, si le traumatisme est bien le fait que le corps n'oublie rien et que le premier fondement de la pleine conscience est la pleine conscience du corps ou la conscience du corps, la conscience corporelle, et que vous combinez ces 2 éléments, vous courez alors un certain risque. Oui, cela peut être risqué. En fait, c'est risqué. C'est risqué, en effet. En être conscient, y être sensible, reconnaître cette convergence, c'est être sensible au traumatisme. Il faut une certaine dose de courage et de compétence pour pouvoir travailler avec cela. Voilà pourquoi la régulation du système nerveux a été ajoutée comme élément supplémentaire et c'est ce qui est ressorti de la recherche. On ne saurait se contenter de plonger les gens dans la pratique de la pleine conscience. Les méthodes de base pour réguler le système nerveux sont présentées et elles sont nombreuses. Nous continuons d'ailleurs à apprendre lesquelles fonctionnent le mieux, car dans telle communauté, une technique de respiration peut être plus efficace que dans telle autre, dans laquelle le mouvement ou le chant et la danse peuvent être plus adaptés. Il faut donc faire preuve d'une certaine flexibilité, mais le principe de base reste le même. L'autre élément important est ce que nous appelons l'incarnation, c'est-à-dire l'incarnation de la personne qui partage. Comme je l'ai mentionné au début de ce monologue, plutôt qu'échange. En même temps, c'est votre espace. Moi, je ne fais que créer un espace pour que vous puissiez vous y exprimer. C'est le but. Oui, et vous le faites merveilleusement bien. Donc, ce n'est pas une approche de remontée et d'ouverture dans un lieu abstrait, de réifiant et de conceptualisant. Les concepts ne sont utiles que dans la mesure où ils vous donnent une carte du territoire. Mais le fait de descendre à l'intérieur de soi, dans notre expérience en tant qu'enseignant ou facilitateur, quelqu'un qui partage la pleine conscience avec les autres, c'est très, très important. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées, compte tenu peut-être de l'environnement sud-africain, qui est marqué par de nombreux traumatismes, des traumatismes individuels, collectifs, historiques ou encore multigénérationnels. J'imagine que le contexte est différent ici. Comment cela a-t-il influencé vos recherches et votre travail visant à introduire la pleine conscience dans différentes communautés, lesquelles ont peut-être des rapports différents avec les traumatismes, mais aussi des styles d'attachement ou des façons d'être attachés différents? Oui, cette question est très complexe, parce que je ne peux pas vraiment parler au nom de qui que ce soit. Vous savez, j'ai vécu une expérience particulière en grandissant dans ce pays, en tant qu'homme au corps blanc, ce qui a influencé ma perception et mon expérience. Donc oui, j'essaie toujours de comprendre en écoutant les autres, en discutant, en passant du temps avec eux et en gardant l'esprit ouvert. Ce que je sais, c'est qu'en Afrique du Sud, le traumatisme s'exprime de façon particulière, ce qui, d'une certaine manière, le rend unique. Mais à part ça, cela reste un traumatisme, cette condition humaine, caractérisée par une souffrance immense, individuelle ou collective. J'aime dire qu'il est à la fois unique et qu'il ne l'est pas.
tout en étant unique. Avant, je me disais que l'Afrique du Sud était exceptionnelle en raison de tout ce qui s'y passe. Elle est unique dans son histoire, dans son récit et dans son expression. Mais ce n'est pas fondamentalement différent de n'importe où ailleurs. Et je pense que c'est important de le dire. Je pense que nous en avons peut-être parlé brièvement la dernière fois que nous nous sommes entretenus, il y a quelques années, mais l'une des conceptualisations que j'utilise, que j'aime utiliser, est l'analyse du mot apartheid, car c'est un terme très chargé, dont la réalité est tellement omniprésente, car malheureusement, cela existe toujours. D'un point de vue systémique, en particulier, vous l'avez sûrement constaté sur votre trajet depuis l'aéroport international de Cape Town jusqu'à votre maison d'hôte, vous l'avez sûrement vu de vos propres yeux, et vous vous êtes sans doute dit « Mon Dieu, cela fait 30 ans que l'apartheid a pris fin, et c'est ainsi que vivent tant de gens, et ce dans tout le pays. Alors, qu'est-il en train de se jouer ici, dans la lignée collective du traumatisme? Apartheid, c'est donc la séparation. Apart, en anglais signifiant séparer. Il a été inscrit dans la législation et les gens ont été conditionnés, non seulement par la législation, mais aussi culturellement, émotionnellement, mentalement et socialement à cette séparation. Apartness, en anglais signifiant le fait d'être séparé. L'apartheid est donc le fait d'être séparé. Et cette séparation est presque au cœur de la compréhension du traumatisme. Lorsque nous sommes séparés de quelqu'un dont nous dépendons, nous devenons séparés de nous-mêmes. Nous sommes séparés de notre terre d'appartenance. Et les personnes deviennent des réfugiés. Nous devenons séparés de nos familles. La séparation peut prendre plusieurs formes. Si nous faisons le lien, encore une fois, avec les premiers enseignements du Bouddha, le mot original qu'il employait, équivalent au mot souffrance dans notre langue, était dukkha. Et il existe différentes interprétations de ce mot qui nous vient du pali D-U-K-K-H-A et non D-U-K-K-A, qui est une épice égyptienne vraiment savoureuse. Il y a donc plusieurs façons de comprendre le mot dukkha. Mais selon l'une des interprétations des plus sublimes, la racine originale du mot pali viendrait du sanskrit. En sanskrit, ce mot est composé de deux mots, du, D-U, et ka, K-H-H-A, qui signifie séparé du tout ou séparé de la totalité. Si nous parlons du traumatisme et de la nature inhérente à cette expérience traumatisante qu'est la souffrance, nous parlons de séparation de notre intégrité inhérente, de notre nature de Bouddha, de notre état naturel, de séparation de l'intégrité d'une communauté intacte, d'une famille intacte ou d'une relation intacte, ne serait-ce qu'au niveau de la relation entre deux individus affectés par une rupture de l'attachement en raison d'un défaut d'accordage, par exemple. Il y a donc cette séparation. La compréhension fondamentale et les enseignements de sagesse les plus profonds du sanskrit, cette langue superbe, reviennent à cette notion de séparation du tout ou de l'intégrité. On peut donc voir à quel point le terme même apartheid est pétri de souffrance. Cela se manifeste individuellement, collectivement et dans la lignée ancestrale. Malheureusement, à moins d'en changer la substance plutôt que de tenter d'en changer les structures, la réitération du traumatisme ancestral ne fera que se répéter. L'une des grandes contributions de Freud est la notion de compulsion de répétition, lors de laquelle on ne fait que répéter le même schéma dans l'espoir que la situation s'améliore. Mais bien sûr, cela ne fait que renforcer le schéma en question. Ainsi, en tant que pays, nous avons une vision unique de la souffrance qui coule dans les veines de nos communautés, dans nos relations individuelles, dans nos structures sociales, dans nos structures financières, dans nos structures gouvernementales. C'est un constat très douloureux. Il suffit de faire un tour en voiture pour remarquer qu'à chaque feu rouge, quelqu'un mendie.
Et ce qui est encore plus douloureux, c'est d'observer comment nous-mêmes ou les autres réagissons à cela. Les gens détournent le regard, ignorent la situation et continuent leur route. Et ce n'est qu'un petit aperçu de ce qui se passe. Nous ne supportons pas de regarder cette réalité. La capacité de répondre présent est donc la première étape, la plus importante. Il faut le faire d'une manière qui soit soutenante, contenante et relationnelle. Sinon, nous ne pourrons pas avancer, nous ne pourrons pas surmonter le traumatisme, quelle qu'en soit sa manifestation. Oui, nous avons évoqué l'apartheid et le fait d'être séparés. Cela m'a vraiment fait penser au fait que ce pays soit divisé. Et comme vous l'avez dit, quand on marche dans la rue, on voit clairement que les personnes sont en groupe. Il y a différents groupes de personnes. J'ai même discuté dans l'avion avec quelqu'un qui vit à Cape Town, plutôt du côté afrikaans, et qui m'a dit « Je ne sais pas ce que font les Anglais. Je ne connais pas leurs habitudes. La séparation est toujours là. Mais cela me rappelle aussi à quel point nous sommes séparés de nos différentes parties. L'IFS, la thérapie du système familial intérieur, met en lumière comment, quand quelque chose se passe à l'extérieur, on le vit à l'intérieur et la nécessité de guérir à l'intérieur pour guérir à l'extérieur. Si vous n'êtes pas unifié à l'intérieur, comment prétendre vouloir unifier un pays entier? Je ne sais pas si cela vous paraît logique, mais cela ne m'a vraiment pas semblé être le cas. Nous sommes porteurs de tout cela. Je voulais aussi mentionner Resmaa Menakem, dont nous venons de traduire le livre, et qui nous invite aussi à observer la réalité. Comme vous le disiez aussi, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous voyez quelqu'un demander de l'argent. Que faites-vous? Qu'est-ce qui se joue vraiment? Quelle est votre part et comment portez-vous ces traumatismes raciaux systémiques ou les traumatismes liés à l'apartheid, si je peux m'exprimer ainsi? Cela fait partie du travail que nous devons accomplir. Resmaa Menakem est un homme plein de sagesse. En fait, parce que le traumatisme lié à la race dans ce pays est, sans affirmer bien sûr qu'il soit omniprésent, mais si on devait associer l'Afrique du Sud à un type de souffrance, on l'associerait au traumatisme lié à la race. L'une des choses les plus utiles dans les enseignements de Resmaa, c'est qu'il ne parle pas des Noirs et des Blancs, mais de personnes au corps noir et de personnes au corps blanc. Je n'utilise donc que cette façon de décrire les personnes. Tout d'abord, cela me libère de pouvoir dire que j'ai un corps blanc, en ce que cela ne me semble pas aussi lourd que de dire « je suis blanc et tu es noir ». Ce qu'il souligne, c'est que si vous naissez dans un corps noir, vous naissez dans une expérience individuelle et collective qui n'est pas seulement culturelle et émotionnelle, mais aussi neurophysiologique. Par exemple, le seuil de réponse au stress peut être très différent de celui d'une personne née dans un corps blanc en Afrique du Sud, et les conditions sont alors renforcées. C'est donc énorme. C'est pourquoi il est si important de réguler le système nerveux, car ces réponses, appelons-les réactions, sont profondément ancrées dans la neuromatrice dès le départ. Ainsi, travailler sur son identité de personne au corps blanc, en tant qu'homme avec un corps blanc, est un parcours qui consiste à reconnaître ses préjugés implicites, sans porter de jugement, mais simplement reconnaître « Ah, c'est un préjugé implicite. Voilà comment il se manifeste dans les pensées, les récits et les émotions. » Et dans le cadre de la pratique de la pleine conscience, c'est cette partie bienveillante qui consiste à accepter, à tout simplement reconnaître, accepter et laisser être. Car ce qui se passe alors, c'est que cette partie, pour utiliser la terminologie de l'IFS, devient simplement une partie, et il y a un retour subtil et implicite vers plus de complétude. Et cet état de complétude ne consiste pas en un élément particulier, mais en la qualité d'un tout, qui est la présence elle-même. Tous ces différents éléments se rejoignent, que nous parlions d'individus ou de collectifs, dans la qualité de notre état de présence.
Je parle d'état de présence car il s'agit d'une dynamique de l'instant qui permet à tous ces différents facteurs contributifs, cet ensemble de symptômes et causes, d'être reconnus pour ce qu'ils sont. Il y a un tel paradoxe dans la guérison, car la guérison la plus profonde ne vient pas du fait de se débarrasser de quoi que ce soit, mais de reconnaître, d'accepter et, dans un certain sens, de laisser être. Et c'est vraiment très difficile à faire. D'abord, parce que cela peut être douloureux. Ensuite, parce qu'il peut y avoir beaucoup de colère, de chagrin, de peur et de méfiance. Nous avons donc du chemin à faire pour changer complètement le paradigme des possibilités ici, pour dépasser le modèle de réparation en vigueur. Et c'est peut-être un peu trop simpliste de le dire ainsi, car il n'y a rien à réparer. Au niveau le plus profond, il s'agit de reconnaître, d'accepter, de contenir, d'être présent à et d'honorer la douleur. Elle se transforme en fonction de la manière dont elle est contenue. Et plus la fréquence à laquelle elle est contenue est élevée, plus la transmutation est importante. Et j'ajouterais qu'il est important de préciser que cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir. Absolument pas. Il y a une infinité de choses à faire. Et ce dont nous avons davantage besoin, c'est d'une action sage. Et si nous ne comprenons pas que la présence et notre capacité inhérente à être là où nous sommes ne font pas partie du calcul, alors toute action que nous entreprenons est le plus souvent une réaction et peut souvent exacerber le problème même que nous essayons de résoudre. Au cœur de tout cela, le fondement de tout cela est le fait même d'être. La qualité d'être humaine est quelque chose qui peut être reconnu par la pratique et l'entraînement. Et la pleine conscience en est l'outil le plus accessible, mais pas le seul, bien sûr. C'est bien plus qu'un outil, mais gardons ce terme. Ainsi, nous pouvons être, puis choisir d'agir. Agissons avec plus de sagesse. Parlons avec plus de gentillesse. Appréhendons la complexité d'une manière différente. Et faisons des choix qui servent au mieux les intérêts de tous. Nous parlions tout à l'heure de ce qui se passe dans le monde. La cupidité et l'égoïsme ne font que croître. Une petite minorité de personnes veut tout s'approprier et obtenir toujours plus de pouvoir et de contrôle. C'est la recette du désastre. Il est très facile de regarder autour de soi et de voir le désastre. Il est partout. Nous devons agir différemment. Et nous pouvons commencer par nous-mêmes, comme vous le dites, en accédant à notre intégrité intérieure, même pour un instant, ce qui changera la donne. Merci. Avant de conclure, et je sais que nous pourrions poursuivre cette conversation pendant des heures, j'aimerais revenir sur un point que nous avons évoqué, le traumatisme en lien avec l'attachement. Je voudrais vraiment aborder ce sujet car vous disiez qu'il est généralement au cœur de nombreux autres traumatismes. Le traumatisme lié à l'attachement peut être différent selon les sociétés ou les cultures individualistes, davantage axées sur les individus. Mais il existe également dans la culture communautaire. Ainsi, en Afrique, la communauté a une place très importante. Or, on observe que les gens s'installent de plus en plus dans les villes et en vivant de plus en plus dans des villes, fonctionnent de manière de plus en plus individualiste. Dès lors, quel est votre regard sur l'attachement dans ces circonstances, sur ces traumatismes d'attachement pluriels, si je peux m'exprimer ainsi? Vous vous souvenez de cette expression « il faut tout un village pour élever un enfant » ? Cela correspond bien à ce que l'on constate en Afrique. Et en disant cela, des images de l'Afrique me viennent en tête. En fait, c'est d'ordre culturel. Ce n'est pas une façon de voir les choses, mais la façon dont les choses sont ancrées, du moins dans ma conception de l'Afrique, où l'on trouve une multitude de communautés différentes. C'est donc une culture collectiviste plutôt qu'individualiste, et c'est probablement vrai dans de nombreuses cultures orientales également. La culture occidentale a tendance à être plus individualiste. Ce n'est pas qu'une culture soit meilleure que l'autre.
Il s'agit simplement d'avoir une prise de conscience qu'elles sont différentes. C'est une question intéressante. Je n'ai pas de réponse toute faite à la question de savoir comment cela pourrait se manifester, comment la fracture qui fait partie de la souffrance et du traumatisme se manifesterait dans un état d'esprit collectif, dans une culture collectiviste. Mais cela se traduit, je pense, de façon évidente, par la fragmentation des communautés. Les ressources que les communautés peuvent offrir risquent donc d'être moins disponibles. Souvent, comme vous le dites, il y a cette migration vers les zones urbaines en Afrique du Sud pour essayer de trouver du travail, car la pauvreté est étroitement liée au manque d'opportunités d'emploi et au chômage, dont le taux explose en Afrique du Sud. Par conséquent, beaucoup de gens quittent leur communauté d'origine. Je discutais récemment avec un de mes collègues, qui est une personne au corps noir et qui m'a parlé avec beaucoup d'émotion de son retour dans la région rurale où vit sa famille, de la géographie, de la topographie et de la sensation globale liée au simple fait d'être de retour là-bas, ce qui l'a comme rempli et touché profondément sans qu'il puisse l'expliquer. C'est un homme presque occidentalisé, très versé dans la psychologie et avisé, mais quelque chose l'a touché dans cette expérience. Tout cela a été drastiquement détruit pendant l'apartheid, avec le travail forcé, le travail migrant, les hommes au corps noir en particulier, étant contraints d'aller travailler dans les conditions les plus horribles et de vivre dans des foyers de travailleurs migrants. Cela fait donc partie de notre héritage traumatique, en particulier dans ces communautés. Pour moi, l'orientation consiste à reconnaître le pouvoir de guérison du collectif. C'est vrai dans l'enseignement bouddhiste. D'ailleurs, le mot Sangha signifie communauté. Nous guérissons en communauté. C'est quelque chose que nous pouvons apprendre des cultures africaines et orientales. Bien sûr, la guérison est aussi possible dans le cadre d'un accompagnement individuel. Je viens de participer à une retraite ces derniers jours et le simple fait de passer du temps dans une communauté de 40 personnes qui s'efforçaient d'être éveillées, à l'écoute en profondeur et compatissantes, le simple fait d'être avec d'autres êtres humains de cette manière, indépendamment de ce que nous avons pu apprendre, intérioriser, pratiquer ou rencontrer, fut en soi une source de guérison. Pour moi, tout ceci est complexe, mais nous devrions garder à l'esprit l'inflexion de guérison qui se cristallise autour de l'expérience communautaire. Et lorsque vous faites partie d'une communauté intentionnelle, les qualités sous-jacentes consistent à honorer l'humanité de chacun, y compris la détresse, la douleur et la souffrance, sur le principe de la présence, de la compassion, de la volonté d'écouter, sans réagir. C'est de là qu'émerge l'épanouissement et la valeur de la communauté. Nous avons donc beaucoup à apprendre de l'Afrique, de ce qui s'y vit. On se focalise sur l'apartheid, les symptômes de la souffrance collective, la détresse et l'horreur omniprésente de tous ces problèmes sociaux massifs auxquels nous sommes confrontés. Or, quand on se promène dans les rues d'Afrique du Sud, globalement, on y croise des gens d'une grande chaleur, d'une grande authenticité, d'un grand pragmatisme et capables de vous accueillir pleinement. Nul besoin de longues conversations. Tout se joue en l'espace d'un moment, dans sa qualité. Il y a donc quelque chose qui n'a pas été perdu. Certes, quelque peu oublié, sous-estimé, mais je pense que lorsque les gens, et j'en suis le témoin, viennent visiter l'Afrique du Sud, ils sont unanimes et disent « Les gens sont tellement chaleureux ici ». On peut donc dire qu'une certaine guérison est en cours, mais il reste encore beaucoup à faire, tant sur le plan structurel que collectif et individuel. Cependant, nous disposons également d'une sagesse et d'une compassion incroyables, profondément ancrées dans le sol africain. Nous ferions bien d'en tirer parti. Oui, la résilience sud-africaine est perceptible. Oui,
c'est ça, la résilience sud-africaine. C'est un pays extraordinairement résilient, c'est vrai. Considérant ce qui se passe dans le monde, il est caractérisé par la division, l'aliénation, la séparation et la polarisation croissante où que vous regardiez, sauf en Afrique du Sud, où l'ANC, le Congrès national africain, mouvement nationaliste indépendantiste, a perdu le pouvoir pour la première fois l'année dernière lors des élections nationales. Et au lieu de riposter, ils ont formé un gouvernement d'union nationale. N'est-ce pas extraordinaire ? Nous avons donc le principal parti d'opposition et le plus grand parti, l'ANC, ainsi qu'un certain nombre de petits partis réunis dans une coalition. Nous allons à nouveau à contre-courant. Notre gouvernement d'union nationale est donc l'expression d'une possibilité incarnée par l'Afrique du Sud. J'aimerais partager une dernière réflexion intéressante. GNU est l'acronyme de Gouvernement d'unité nationale et le mot GNU renvoie au mot gnou qui désigne cet animal à l'apparence étrange que vous pouvez voir dans les parcs animaliers, dans lesquels c'est la créature la plus bizarre, car on dirait une combinaison de 5 animaux différents qui n'en forment qu'un. Quelle représentation parfaite, un peu pataude, maladroite, mais efficace. Et donc oui, il y a là une possibilité qui semble émerger. Ce que je trouve vraiment magnifique, c'est qu'au milieu de toute cette souffrance, il y a aussi cette possibilité, cette chaleur et cet enracinement indéniable dans ce pays. Eh bien, je voudrais terminer sur cette note d'espoir que vous partagez avec nous. Merci infiniment pour cet échange incroyable et pour avoir partagé un peu de votre sagesse et de ce que vous avez appris. J'espère que nous aurons une autre occasion d'échanger ensemble et de partager tout cela avec notre audience et avec notre communauté. Merci Simon. Merci Florence. Ce fut une conversation profondément émouvante, précieuse et mémorable. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce que vous faites. Pareillement. C'est vraiment un régal. Et votre voix résonne en profondeur en moi, ce qui est un réel cadeau à part entière. Merci. Merci.